Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'émission l'Écho Crypto. Comme vous le savez, tous les samedis, émission hebdomadaire, on se retrouve pour analyser les marchés financiers et plus particulièrement le marché des crypto-monnaies. Émission du coup du 23 avril 2022, il est 11h39 comme vous le voyez. Émission qu'on tourne un petit peu plus tôt que d'habitude. Je pense qu'on essaiera de garder ce format-là. On va essayer de faire le tour des marchés, on va dire traditionnels, vous donner un petit contexte macroéconomique, toujours sur un format de 20-25 minutes. On va essayer de rentrer ça, très rapidement et puis, hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire, ça aidera forcément au référencement donc, merci en tout cas, pour votre aide là-dessus et vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas aussi à aller voir nos lives Twitch tous les mercredis à partir de 21h sur la chaîne WillDT11. C'est parti. Du coup, comme vous le voyez, Heatmap, très, très rouge aujourd'hui, hein, en ce samedi du 23 avril 2022. Une map rouge. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt normal. Après ce qui s'est passé sur toute la session américaine et sur toute la session au niveau du CAC 40 et en Europe. Donc, petit contexte macroéconomique. On va commencer par se focaliser sur les marchés américains et puis on passera sur le marché européen et ensuite les marchés crypto. Marché américain, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est très simple. La bourse de New York, cette semaine, elle a accusé un nouveau coup, vraiment une semaine rouge qui s'est terminée sur une sévère perte. Et ça, c'est vraiment en rapport avec l'inquiétude des investisseurs par rapport à l'attitude qui est très agressive de la Réserve fédérale, la Fed, en Amérique. En fait, pourquoi? Elle a une attitude agressive vis-à-vis de l'inflation, parce qu'elle a envie de ralentir cette inflation. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, elle va ralentir l'économie avec sa perspective de remonter les taux d'intérêt aux États-Unis de façon non pas progressive, mais de façon beaucoup plus rapide que ce que les investisseurs avaient prévu. Et ça, c'est l'inquiétude majeure qu'il y a sur les marchés. Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit très simplement. Vous voyez le S&P 500 index en données journalières. Ça s'est traduit par une baisse sur la semaine de 2,75% et pour le Nasdaq de 3,83%. Donc, un retracement assez important, des inquiétudes pour les investisseurs. Qu'est-ce que la Réserve fédérale nous dit? En fait, Jérôme Powell, du coup, le grand président de l'institution de la Réserve fédérale, a dit en fait tout simplement qu'il voulait augmenter les points de taux de fonds fédéraux de 50 points. Pardon. Donc en fait là c'est sur la table actuellement. Donc ça sera très attendu et il faut retenir la date entre le 3 et le 4 mai. C'est la réunion de la Fed sur cette hausse de taux de 50 points de base. Donc il y a une forte anxiété, hein, comme je vous l'ai dit, avec cette agressivité. Le marché est effrayé par la rapidité avec laquelle le rendement obligataire à 10 ans a augmenté, c'est une certitude. Et du coup, il y a un sentiment de probabilité croissante pour les investisseurs d'une erreur politique de la part de la Réserve fédérale. On parle d'erreur politique potentiellement sur cette hausse d'intérêt qui est beaucoup plus rapide effectivement qu'en Europe pour l'instant. Donc ça s'est traduit sur les gros acteurs comme Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet par des variations de 2,41% à 4,15%. Et puis on a eu l'effondrement de Netflix. Vous voyez, l'action Netflix sur les dernières journées s'est effondrée avec un gap. Vous voyez ici un gap d'ouverture qui a été assez impressionnant. Et ça, c'est dû également principalement à cause des résultats des sociétés. Donc vous avez deux facteurs en Amérique. La hausse des taux et les mauvais résultats des grosses sociétés américaines, comme Netflix, Amazon, Apple. Il y a une seule société dans le S&P 500 qui a eu un résultat qui était plutôt correct. Si je dis pas de bêtises, c'est Kimberly-Clark. Vous irez voir si vous avez des commentaires là-dessus, mais c'est à peu près la seule dans le S&P 500 qui a eu des très bons résultats. Des résultats en hausse. Donc, les 11 secteurs du S&P 500 ont conclu en baisse. Les matériaux sont la plus grosse baisse, enfin en tout cas le secteur avec la plus grande baisse, 3,73%, suivi de la santé, de la communication et des banques. Et on a le secteur énergétique qui a lâché 2,40% et du coup il est vraiment
enfin, dans le repli des prix à cause tout simplement des confinements en Chine liés au Covid-19. Donc finalement, vous avez trois facteurs. Les taux, les mauvais résultats des sociétés et tout simplement les problématiques de supply chain, c'est-à-dire les problématiques de fourniture et notamment liées à cause du confinement du Covid-19 en Chine. Voilà les trois facteurs à retenir sur le marché américain et voilà pourquoi le marché américain a craché et a fait cracher le reste avec lui. Deuxième facteur, l'UE. Enfin, deuxième, on va dire, chapitre, on va dire, c'est au niveau de l'Union européenne. Donc, au niveau de l'Union européenne, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est les déclarations de Christine Lagarde sur la Banque centrale européenne. Enfin, en tout cas, c'est les déclarations qu'elle a indiquées. Donc, elle a indiqué que la Banque centrale européenne devrait mettre fin à son programme d'achat d'obligations au début du troisième trimestre. Donc, elle est venue préciser ce que je vous avais raconté la semaine dernière sur le possible rachat justement de ces obligations en fin d'année. Là, elle vient de nous dire c'est le troisième trimestre. Donc, troisième trimestre, c'est pas la fin de l'année, ça sera un peu plus tôt. Donc, globalement, après l'été, on va commencer à avoir des rachats d'obligations. Elle nous dit, si la situation continue comme prévu pour le moment, il y a une forte probabilité que les taux soient relevés avant la fin de l'année. De combien de fois, tout cela reste à voir et dépendra des données. Ça, c'est ses propos. Hein. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Finalement, elle nous dit que la hausse des taux va arriver après le rachat des obligations, ce qui est très classique dans le marché. Donc, rachat des obligations à partir du début du troisième trimestre et hausse des taux à partir de la fin d'année. Donc, on suppose qu'il va y avoir un calendrier qui sera donné par la BCE et qui pourrait commencer à relever ces taux. Alors, le calendrier, je pense qu'il sortira aux alentours de juillet, parce qu'on sait qu'il y a une réunion le 21 juillet. Ça pourrait être la réunion qui annonce le calendrier de rehausse des taux et qui annonce la fin des achats d'obligations, puisque c'est une condition vraiment préalable à tout mouvement de hausse du coût du crédit. Donc, pourquoi ça intervient, ça? C'est exactement pareil qu'aux États-Unis. Vous le savez, et je pense que vous le ressentez en fin de mois, comme tout le monde, il y a une inflation qui est énorme dans la zone euro. La zone euro, là, sur le mois dernier, elle a atteint 7,5% d'inflation. C'est près de 4 fois l'objectif de la BCE qui voulait limiter l'inflation à seulement 2%. Vous imaginez? 7,5 alors que eux voulaient limiter à 2%. Donc, elle va sûrement continuer dans les prochains mois, puisque la BCE, on sait qu'elle va pas tout simplement faire d'action tant qu'elle n'a pas cette réunion finalement, sûrement en juillet. Je vous dis 21 juillet parce que je pense que c'est la réunion la plus importante. Mais en tout cas, ça devrait marquer, là par contre, un coup d'arrêt potentiellement à l'inflation, mais ça devrait marquer un gros coup d'arrêt à la croissance de l'Union européenne, et notamment sur le marché des actions. Qui dit marché des actions en baisse aux États-Unis, en baisse en UE à cause de ça également, dit potentiellement une baisse aussi du marché crypto, puisque les actifs risqués seront très dangereux face à cette augmentation des taux et cette terminaison, on va dire, d'achat d'obligations. Voilà. Deuxième facteur à prendre en considération dans la zone de l'Union européenne après l'inflation et l'augmentation des taux, c'est la guerre en Ukraine, comme on l'a dit. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en ce moment, il y a des restrictions. Les restrictions, des mesures qui sont appliquées face à la Russie. On en a parlé à chaque fois sur les émissions précédentes. N'hésitez pas à aller voir les replays. L'Europe ne peut pas se passer en fait du gaz russe. C'est ce qui a été indiqué, non pas par moi, mais par le Fonds monétaire international. Je vous relaye des propos. En aucun cas, c'est, on va dire, un propos politique. Donc, ce qui se passe, c'est que on sait que sur les 6 prochains mois, on peut se passer du gaz russe, mais au-delà de 6 mois, les stocks européens vont diminuer, et donc du coup, on ne pourra pas se passer du gaz russe, sinon on va subir une hausse des prix qui est très forte déjà actuellement, et qui sera encore plus forte après ces 6 mois. Donc on a une deadline, on la connaît. 6 mois, on peut tenir avec nos stocks. Ensuite, si la Russie coupe les vannes, ou si nous décidons de sortir du réseau d'achat de gaz et pétrole russe, là, il y aura un petit problème.
Donc, on sait aussi, et ça c'est une réalité, qu'en été, on a moins besoin de gaz et de pétrole par rapport à l'hiver, où les gens chauffent avec le chauffage et compagnie, le fuel, le gaz, le pétrole. Donc, cet été, finalement, on va avoir un passage où on pourra s'en passer. Maintenant, on va voir les répercussions à long terme. Et ce qui nous est indiqué par Monsieur Kammer, qui du coup travaille au Fonds monétaire international, c'est que ils ont évalué, le FMI, que cette interruption totale des approvisionnements en gaz et en pétrole russe pourrait potentiellement coûter 3% à l'économie de l'Union européenne. Ça, c'est des chiffrages qui actuellement sont compliqués à vérifier, puisque c'est des chiffrages qui ne prennent pas forcément en compte la durée de l'hiver prochain. On va dire si l'hiver est rude, s'il est froid. En tout cas, c'est des estimations que le Fonds monétaire international ont fait 3% de l'économie de l'Union européenne en cas d'interruption totale d'approvisionnement en gaz et en pétrole avec la Russie. Donc là, il y a des mesures, on va dire, alternatives d'approvisionnement qui sont en train de chercher. Et il y a beaucoup de pays qui se tournent, européens et l'Union européenne, se tournent vers l'Algérie et la Norvège. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vous donnerai de toute façon toutes les indications sur les prochains lives et les mercredis soirs à 21 h pour l'émission crypto, l'atelier crypto, pardon, et l'éco crypto tous les samedis. D'accord? Donc, euh, ça, c'est un point. Donc, on va dire en termes de macroéconomie, Union européenne et Amérique, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc maintenant, on va passer au marché crypto. D'accord? Le marché crypto, je passe sur Bitcoin. Et puis, on va essayer de resserrer. On va partir monthly. Et ensuite, on va essayer de resserrer jusqu'au daily. Comme vous le savez, à chaque fois, on fait ça. Et ensuite, on ira voir Ethereum. Je pense pas qu'on fera d'altcoin sur cette séance. Je voulais vraiment vous parler macroéconomie et j'ai pris un peu plus de temps. N'hésitez pas en commentaire à indiquer les altcoins que vous voudriez qu'on fasse pour les prochaines émissions. J'en profite de vous le dire. Je profite également de vous dire de venir sur les lives du mercredi soir à 21 h sur Twitch, sur la chaîne WillDT11. Vous avez tous les liens, vous voyez, qui sont en description et aussi à l'écran. Parce que vous pouvez tout simplement me demander n'importe quel altcoin, n'importe quel sentiment. Si vous avez par exemple des questions aussi sur les indicateurs financiers, si vous avez des questions sur des sentiments de marché, il n'y a aucun souci, on peut venir vous répondre. Alors, monthly, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les basiques de sentiments de marché. Très basique, MACD, on en avait parlé la semaine dernière, il est bearish. Le MACD bearish, généralement, vous voyez, en 2018, ça avait annoncé le bear market. Voilà, est-ce qu'on se fie à ça? Le MACD, c'est pas le prix, mais c'est un sentiment. Donc, je vais pas me fier totalement du tout au MACD. Ça me donne juste une indication. Mais en tout cas, c'est pas forcément bon. Ça veut dire que depuis janvier 2022, depuis ce début 2022, on est sur une pente décroissante au niveau du sentiment de marché. Deuxième indicateur, on voit le shop, il est chargé à fond. Indicateur de volatilité, ça veut dire que là, il est en train de se décharger. Je vous ai annoncé, dans le prochain mois, ce mois-ci et celui de mai, il devrait y avoir de forts mouvements au vu de ce shop qui est chargé à fond. Il n'a jamais été aussi chargé. La dernière fois, c'était en juin 2020 et on avait eu une forte hausse. Ça ne veut pas dire forcément qu'on aura une hausse. C'est un indicateur de volatilité. Ça veut dire qu'on aura un gros mouvement, soit la hausse, soit la baisse. C'est très compliqué à analyser, mais c'est un indicateur qui peut nous aider à se situer et à savoir dans quelle phase de marché on est. On va être dans une phase euphorique, soit à la baisse, soit à la hausse, mais en tout cas une grosse phase qui va arriver de volatilité. Alors attention au portefeuille. Ensuite, on va passer sur Ishimoku, les données de l'indicateur Ishimoku. Vous voyez, qu'est-ce qu'on s'était dit sur le dernier live? N'hésitez pas à le revoir, on en parle un peu plus longuement. Mais finalement, quand on tombe et on clôture en dessous de la Kijun, que vous voyez en rouge ici, eh ben, ça veut dire que nous sommes en bear market. C'est ni plus ni moins ce que cet indicateur nous dit en monthly. Donc attention, vous voyez que là, on va jouer avec le feu, on va essayer de le retester, mais à chaque fois, on a clôture au-dessus. À chaque fois. Si on clôture en dessous, ça annonce le bear market. En tout cas, c'est un indicateur qui, auparavant, nous a souvent indiqué ça, tout simplement. Et sur Ethereum, c'est encore plus flagrant, il n'y a jamais d'erreur. C'est tout le temps comme ça. On va passer du coup. Alors, je vous passe pas le RSI en monthly, mais il est neutre. Il est autour des 50. 40, 50. On pourrait descendre à 44, pardon, le plus bas, recherché.
indicateur de momentum, hein, jamais un indicateur de prix. Le RSI, il faut jamais trader dessus. En weekly, le MACD, il recroise bearish pardon, alors que on était sur un renversement, bullish sur les dernières semaines. On s'était dit: «Ouais, c'est en train de décélérer, attention» et là, on a vu qu'on est en train de recroiser bearish. Donc ça veut dire que c'est pas forcément bon. On voit le sentiment de marché, il est très incertain. C'est pas forcément dû qu'aux crypto-monnaies, mais et notamment aux actualités sur, les régulations, mais c'est surtout dû, je pense, au marché américain et aux crises qui se sont enchaînées entre sanitaire et la guerre en Ukraine. Voilà. J'essaie d'accélérer un petit peu, sinon le format va être un peu trop long. Qu'est-ce qu'on a? Le MACD, on a fait le SHOP. Le SHOP, indicateur de volatilité comme on vous l'a dit, vous voyez qu'il est chargé à fond. Il n'a jamais été aussi chargé depuis le 10 mai. Et ensuite, le 10 mai, on avait fait quoi? 10 mai 2020, tac tac tac, je vous montrais dans la dernière émission, 10 mai 2020, on avait fait une énorme poussée de 50%, et le 10 mai 2021, non c'était le 10 mai 2021, pardon, on a fait une baisse de 50%. C'était ça. On avait fait une baisse de plus de 50% après que le shop ait été chargé à ces niveaux-là. Là, on voit qu'il est en train de légèrement s'aplatir. Je pense que c'est mieux pour mieux se décharger derrière. Donc, on va voir ce que cet indicateur va nous dire. Mais ça veut dire que prochaine semaine, on va avoir un fort moment de volatilité. En tout cas, je vous l'avais annoncé pour cette semaine, fin de semaine. On a commencé à la voir. Et le problème, c'est que pour l'instant, il se dirige vers le bas, ce qui n'est pas forcément bon. Après, je vais vous donner d'autres points de repère. Mais on pourrait potentiellement, là, vu qu'il est en train de s'aplatir, avoir un mouvement vers le haut. On ne sait pas du tout. Honnêtement, avec cet indicateur, c'est compliqué. Donc, on va se raccrocher avec, par exemple, Ishimoku. Ishimoku, vous voyez, on en a parlé la semaine dernière. On avait perdu le nuage. On était venu chercher la Tenkan en support. On avait dit si on clôture pas au-dessus de la Tenkan, on ira chercher le bas du nuage. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de retest le bas du nuage. Si on perd le nuage, attention, on pourrait aller chercher bien plus bas. Il faut absolument qu'on clôture au niveau du nuage ou au-dessus. D'accord? Il faudra regarder la clôture actuelle. Ça veut dire qu'il nous faut techniquement une clôture tac, 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 une clôture à 39,9, à 40 000. Donc c'est bien les indicateurs psychologiques. À 40 000, une clôture à 40 000, ça veut dire qu'on maintient Ishimoku, ça veut dire que le marché a retest un support majeur. D'accord? Si on clôture en dessous, ce n'est vraiment pas bon pour le marché. Alors, qu'est-ce que on peut dire? En daily, très rapidement, en daily, alors où on s'était situé? Vous vous rappelez, on a perdu notre Tenkan, on a perdu notre Kinjun ici, on est venu retester, le nuage, on a maintenu avec le nuage, on a fait un support sur le nuage, on s'est relancé. La Tenkan est venue en confrontation, on l'a traversé. Là, on arrivait au niveau du haut du nuage avec le croisement sur la Kijun. Ça n'a pas marché. On est directement venu chercher une clôture dans le nuage. On a percé la Tenkan. On a essayé de tester le nuage. Le nuage n'a pas du tout tenu. On n'est jamais arrivé à reprendre la Tenkan parce que le nuage était peu épais ici. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a perdu tous nos supports Ishimoku. Donc, le cours redescend en dessous du nuage, ce qui est un indicateur très mauvais en Ishimoku puisque c'est toujours le cours par rapport au nuage. On est dans une phase descendante, baissière. Vous voyez que la lagging span est dans la zone du nuage, donc ça pourrait potentiellement relancer le cours, c'est-à-dire ne pas aller descendre plus bas. C'est-à-dire que la lagging span, si là elle fait un rebond sur le nuage, le cours peut aller rebondir. Si la lagging span traverse le nuage, on ira beaucoup plus bas. D'accord? Ça, c'est en Nishimoku. Le MACD. Le MACD, vous voyez qu'il recroise bearish. C'est-à-dire que là, on avait une décélération, et là, on a une accélération de nouveau sur le MACD. On regarde pas trop forcément héliotisme, parce que l'héliotisme, en fait, tout simplement, ici, on est sur une vague complexe. On voit qu'on a traversé le support des 38 800, ce qui est très mauvais. Par contre, on a clôturé au-dessus, ça a fait réagir le cours. Donc c'était un support qui n'était pas forcément ridicule. On en avait parlé, est-ce qu'on le prend en compte ou pas? Je pense qu'il a été pris en compte par les investisseurs, mais pour moi c'est un indicateur qui est très baissier et incertain sur l'héliotisme actuellement, alors que j'aime bien m'y baser dessus, mais je pense que c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on n'en parlera pas tellement ici.
Voilà, parce que je pense que potentiellement toutes ces vagues, sont ne sont pas valables. C'est vraiment en ce moment, le marché est tellement incertain que cette mèche, est-ce qu'il faut la prendre en compte? Comme, avec l'Ukraine, c'est compliqué de le dire. Ici, vous voyez, on n'avait pas pris en compte la mèche. Ici, le marché américain a complètement craché, est-ce qu'on prend en compte? En tout cas, attention, attention sur l'héliotisme, c'est pas du tout positif. ETH, on a 5 minutes pour le faire. Et ça rentrera dans un format de 25 minutes. 5 minutes pour faire ETH. N'hésitez pas à me poser vos questions, parce que je sais, je ne vais pas faire des formats trop gros, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en live ou en commentaire. ETH, monthly, très rapidement. Il ne faut pas perdre la Kijun, sinon c'est le bear market. D'accord? Là, on est venu en confrontation avec la Tenkan sur Ishimoku. On s'est fait rejeter. Il va falloir qu'on se relance pour aller chercher des nouveaux sommets. Mais en dessous de la Kijun ici, si on la reteste, on va se faire des petites frayeurs dans la semaine. Si on clôture en dessous, c'est terminé. D'accord? C'est très simple sur ETH. On passe en bear market. MACD, on croise bearish, ce qui n'est pas bon, c'est ce que je vous avais dit. On allait sûrement croiser bearish la semaine dernière et je crois que ça commençait déjà à croiser bearish. Le volume, vous voyez qu'on est sur des phases hyper descendantes de volume, hein. On a peu regardé les volumes là, mais on fait pas de break de position. Mais là, vous voyez qu'on est sur un marché qui est très plat, très descendant même. Le shop, il est chargé. Il commence à se charger, il va sûrement se décharger dans pas longtemps, mais on n'est pas encore sur le même mouvement que Bitcoin. Ça arrivera peut-être quelques semaines après ou quelques jours après. En weekly, hop là, le shop, pour lui, il est en train de se décharger. Donc ça, on va pas forcément le regarder plus que ça. Le MACD, il est en train de croiser bearish, donc le sentiment de marché n'est pas là, comme sur Bitcoin. Et là, on va regarder Ishimoku, qui est très intéressant. On a confronté 2 fois la Kijun ici, on s'est fait rejeter. On est venu tester forcément le haut du nuage. Le haut du nuage n'a pas tenu, donc on vient tester la Tenkan. La semaine dernière, on était sur la Tenkan. Je vous avais dit, il faut tenir la Tenkan, sinon on va chercher le bas du nuage. On a tenu la Tenkan, et là, on est en train de mécher sous la Tenkan. Si on clôture au-dessus de la Tenkan, c'est positif. Si on clôture en dessous, on ira chercher le bas du canal, le bas du nuage, pardon. Ça veut dire un retour vers les 2400, 2500. D'accord? Ce qui ne serait pas positif, bien entendu. En daily, rapidement, en daily, je speed un peu, désolé. En daily, vous voyez que le croisement bearish est en train sur le MACD tout simplement de se relancer sur le côté bearish. Là, on a une petite atténuation aujourd'hui, à voir en fin de semaine, mais je suis pas sûr que ça soit très très positif en sentiment de marché. Également en daily, le shop n'a pas d'intérêt ici. Les volumes sont hyper descendants. Et on a, tac tac tac, sur Ishimoku. Sur Ishimoku, alors qu'est-ce que je me suis noté? Voilà, on a traversé, donc là on avait toute la Tenkan qu'on était venu monter ici, sur cette phase en mars. On l'a traversé, on est allé chercher la Kijun. La Kijun n'a pas tenu, directement on retombe. Là, on essaye de naviguer, tac tac tac. On va essayer de recoller sur la Tenkan. Elle n'a pas tenu. Vous voyez, quand on a traversé directement, ça a annoncé un mauvais signal pour le marché, surtout qu'on l'a retesté ici en tant que résistance. On vient chercher le haut du nuage. Là, pour moi, on est très mauvais globalement dans Ishimoku. On a eu un indicateur qui nous a dit ok, le marché ne veut pas traverser, donc qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'envie, il y a un problème sur les marchés traditionnels. En tout cas, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient retester le nuage, réintégrer le nuage, tout simplement. Et là, il faut qu'on tienne ce nuage, potentiellement qu'on se fasse une frayeur et qu'on aille chercher le bas du nuage pour se relancer. Mais vu l'épaisseur du nuage là, dans cette zone, c'est pas pour demain qu'on aura une hausse, je pense pas. Voilà, en termes d'Ishimoku. Si on regarde la lagging span, elle est nulle part, elle va toucher la Kijun, elle peut potentiellement se relancer sur la Kijun. Si elle traverse la Kijun, on ira sûrement tester le bas du nuage. Voilà, le sentiment est plutôt bearish, on va pas se mentir. Suivez beaucoup les marchés traditionnels et n'hésitez pas à nous poser vos questions parce que là on est dans une phase de marché qui est très compliquée. Je sais qu'il y a moins de personnes qui regardent, il y a aussi moins de personnes qui font des vidéos ou qui font des lives. N'hésitez pas, nous on n'a pas fait de live cette semaine, c'était plus par rapport au présidentiel et par rapport au débat qu'il y avait eu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le mercredi soir. Donc on n'avait pas fait de live, mais on rattaque les lives à partir de mercredi 21h sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous remercie, je vous mets à contribution si vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça aide grandement le référencement et j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous souhaite un excellent week-end.
Faites attention sur les marchés, et ne soyez pas trop fous. En ce moment, on est dans une période d'incertitude, les indicateurs ne sont pas là. Attendons, une relance du marché américain parce que pour l'instant, ça va pas du tout sur, ce qui est annoncé pour l'avenir et ça ne va pas du tout, sur, ce qui est annoncé actuellement sur les cours. Voilà, écoutez et passez un excellent week-end, ne pensez pas trop au marché et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Salut, salut les gens!